Bonjour Stéphane, Stéphane Rosès. Bonjour Georges. Merci de revenir sur notre chaîne Fréquence Populaire qui grandit. On le doit aussi un peu à toi. Tu as été, je crois, c'est pas le premier, mais un des premiers à venir tout au début. On a Oui, maintenant beaucoup plus de vues. Encore une fois, grâce à toi, beaucoup apprécient Fréquence Populaire, mais ailleurs, tes analyses, ta connaissance très très fine de la politique française, de la France en général. Tu as écrit un livre, Entretien avec Arnaud Benedetti, dont on a beaucoup parlé, on en a déjà parlé ici, où tu explores l'imaginaire français et tu nous alertes des risques qu'encourt la France de tomber dans le chaos si cet imaginaire français n'est pas respecté. Or, tu nous l'as déjà dit, c'est malheureusement un peu ce qui se passe. Et justement, là, nous avons un nouveau gouvernement, le gouvernement du nouveau vert galant de Pau, le sémillant François Bayrou, qui a survécu à son premier tir de 49-3. Il est en train de faire passer le budget, mais ça se fait dans la douleur et dans un contexte où la France entre en récession, petit à petit, si elle n'y est déjà, où les chiffres du chômage sont mauvais, où la dette publique ne fait que s'aggraver, la balance commerciale extérieure est très très mauvaise. Surtout, beaucoup de Français craignent pour leur avenir, l'avenir de leurs enfants, et la gauche est en guerre. Donc le tableau général n'est pas très bon. Pour commencer, que penses-tu de la situation de ce gouvernement face à bien la situation que je viens de dépeindre très rapidement? il y a un contraste important entre la situation de la France que tu as décrite, qui continue à s'affaisser, et la représentation politique nationale qui à la fois n'est pas à l'aune de ce qu'est le pays et d'autre part peine à construire une politique cohérente à la hauteur de la situation. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de redressement français comme il ne peut pas y avoir de redressement dans les autres pays européens si les pays n'ont pas la maîtrise pleine et entière de leur souveraineté, c'est-à-dire des décisions essentielles de ce qui concerne les pays. Ainsi, la crise budgétaire vient, selon moi, essentiellement de ce qu'un budget, c'est l'outil par excellence qui met en adéquation une stratégie pour l'avenir du pays et des moyens, des recettes, et que, au fil des années, le pays a été traversé par une contradiction entre des réformes structurelles, adaptation des directives européennes, et un modèle français, et cette contradiction a entraîné des empilements administratifs et de politique publique parce que aux injonctions de l'État appliquant des gouvernances européennes
il y avait un retour du réel qui était la résistance du pays. Et à chaque initiative prétendant rationaliser nos dépenses, il y avait le réel qui revenait, qui a entraîné des empilements de strates, des dysfonctionnements, des gaspillages qui expliquent qu'à la fois nous soyons le pays qui opère le plus de transferts sociaux et à la fois voit les services publics dysfonctionner. Et donc, il ne peut pas y avoir euh, de cohérence entre compétitivité économique, modèle social, dans la mesure où, au fond, la politique du sommet de l'État n'est pas conforme aux façons d'être et de faire de la nation, ce que j'appelle les imaginaires, et pas conforme aux intérêts même de la nation. Et donc, je pense qu'il faut prendre du recul pour comprendre ce qui nous arrive depuis 30 ans. Dans le même temps, cette crise européenne qui résulte du fait que les institutions européennes, l'Union européenne, n'est pas adaptée au génie européen dont les piliers sont ses peuples et ses nations, dans le monde, on assiste au contraire au retour de la force dont Trump est l'expression, et la force dans le monde résulte d'une seule chose, la cohérence entre la représentation politique et les imaginaires des peuples, et le Trumpisme dans sa deuxième saison dont on pourra reparler est l'expression de ça. Il y a un retour des États-Unis, on ne sait pas si Trump va réussir à tenir les contradictions internes de toutes les forces fort différentes qui le soutiennent, mais aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, ce qui pèse, ce qui existe, ce sont les nations où il y a une cohérence entre représentation politique et imaginaire des peuples, les institutions et la nation. Ce n'est pas le cas en Europe, d'où le fait que l'Europe sort de l'histoire. Et en Europe, la France est le pays où la contradiction est la plus forte entre un imaginaire projectif, universaliste, qui construit son avenir au travers de disputes politiques communes, et l'Union européenne relayée par le sommet d'État qui dit aux Français non, 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 c'est fini, l'avenir ne se construit plus par le politique, il faut essentiellement s'adapter à des économiques. Et donc, c'est en France où la contradiction est la plus forte entre les gouvernances néolibérales européennes et l'imaginaire français. Et c'est pour ça que c'est la France qui est le pays qui s'est affaissé le plus rapidement. Au moment de la réunification allemande, la puissance française et allemande étaient équivalentes, et nous nous sommes effondrés dans tous les domaines. L'Allemagne n'est pas mieux parce qu'elle-même maintenant, notamment depuis la guerre en Ukraine, voit son imaginaire déstabilisé par
le fait que les Allemands pensaient depuis 1945 que c'était l'économie qui tenait les peuples et leurs relations. Or, l'agression de Poutine en Ukraine met à bas l'imaginaire allemand. Dans l'inconscient collectif allemand, il y a un problème. Les Allemands, à la fois repèrent que nonobstant les relations économiques entre la France et l'Allemagne, Poutine, pardon, entre l'Allemagne et la Russie, Poutine a agressé l'Ukraine et ils ne peuvent pas ignorer dorénavant que les Américains ont été mus également, en tout cas les néoconservateurs américains, par le fait de vouloir établir une fracture en Europe, de sorte de couper les liens, notamment entre l'Allemagne et la Russie. Et donc, tous ces événements déstabilisent l'imaginaire allemand et expliquent pour une bonne part la montée de l'AfD au-delà de la question migratoire. Alors c'est intéressant que tu parles aussi de Russie. On en avait discuté par ailleurs. C'est vrai qu'il y a une très forte corrélation entre le pouvoir russe et l'imaginaire du peuple russe. Donc tu nous disais qu'il y a une décorrélation au sommet de l'État entre l'imaginaire français et la manière dont sont menées les politiques publiques. Et récemment, dans un article du Figaro, en début de semaine, dans les pages opinion, tu as écrit également sur la gauche, et spécifiquement sur la France insoumise. Le titre, c'est En s'éloignant trop de l'imaginaire des Français, la France insoumise s'est condamnée à perdre. Euh, alors pourquoi je parle d'eux? Parce que la gauche considère que, ayant, ce qui est vrai, la formation politique la majoritaire à l'Assemblée nationale, le nouveau Front populaire, elle aurait dû être choisie pour désigner un Premier ministre, Madame Lucie Castet, même si elle n'a aucune majorité fonctionnelle à l'Assemblée nationale. Donc, ceci étant dit, on voit, tu constates dans cet article que ceux qui sont le moteur, en fait, de ce nouveau Front populaire, la France insoumise, se perd totalement hors du cadre de l'imaginaire français. Tu dis que la France n'est pas révolutionnaire, elle n'est pas à 100% anticapitaliste, mais qu'elle veut de la justice sociale et de la redistribution sociale, qu'elle est universaliste et qu'elle n'est pas communautariste. Or, tu dis que Jean-Luc Mélenchon, et on l'a vu tout particulièrement récemment dans son intervention à l'Université du Mirail à Toulouse, et lui joue à fond cette carte communautariste. Et donc, il ne semble ne pas y avoir d'espoir de ce côté-là non plus, selon toi. Oui, le Figaro m'interrogeait plus précisément, effectivement, comme tu le dis, sur la France insoumise suite à des partiels, des élections partielles qui montraient au fond une vérité des prix pour le rapport de force C'est réel. l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges où le Boyard, député Boyard, était candidat. Oui, c'était la dernière partielle, précédée par d'autres, montrant tout un fort recul de la France insoumise. Recul masqué dans la dernière période par les politiques unitaires et de report de voix et de candidature NUPES et NFP à partir de rapports de force déjà un peu anciens. Donc il y a un effet de dévoilement.
euh, la France insoumise, dont le leader charismatique Jean-Luc Mélenchon occupe le devant de la scène médiatique, au fond, n'a pas évalué, et les analystes n'ont pas évalué à quel point à la fois elle avait fait reculer la gauche en général. La gauche est un étiage historique particulièrement bas. Tradition de l'ensemble des formations de gauche, on est d'accord. Et la raison en est une erreur stratégique de Jean-Luc Mélenchon après la présidentielle de 2017. De deux natures, l'erreur stratégique. La première, au fond, on s'en souvient, et tu t'en souviens, Georges, tu étais un dirigeant important de la France insoumise à l'époque, responsable des questions internationales. La présidentielle de 2017 était encore sous les auspices pour la France insoumise de la République et du patriotisme. On se souvient Absolument. des rassemblements de la France insoumise avec des drapeaux tricolores, et la France insoumise, Mélenchon avait progressé, notamment il commençait à récupérer des voix au FN dans la classe ouvrière. Finalement, Mélenchon n'arrive pas au deuxième tour, et de façon erronée, il escompte un troisième tour social. Ce troisième tour social n'a pas lieu, de façon erronée, parce que chez nous, contrairement à d'autres pays, il y a une symbolique de la politique qui fait que le président nouvellement élu, même s'il mène une politique injuste socialement, la nation lui donne une légitimité liée à la dynamique de la présidentielle. Donc il n'y a jamais de troisième tour social après une présidentielle. Il y a au contraire ce qu'on appelle un état de grâce. Le terme état de grâce dit ce qu'il veut dire. Le spirituel de la fonction présidentielle l'emporte sur le temporel. Donc, que fait Mélenchon? Quelle leçon il tire de ces échecs? Eh bien, il va opter pour un raccourci idéologique et pratique qui s'appelle le populisme de gauche. Qu'est-ce que le populisme de gauche? Ça a été théorisé par Laclos, qui était un péroniste de gauche, et sa compagne, Chantal Mouffe. Ils opèrent une révision du marxisme et du gramscisme. Je ne vais pas rentrer dans un cours de marxisme, mais Gramsci tire comme conclusion de la montée du fascisme qu'il faut mener une bataille d'hégémonie culturelle,
qui ne se réduisent pas à la simple configuration de classe, bourgeoisie, classe ouvrière, mais agrège autour de la classe ouvrière des alliés. Évidemment, dans l'Italie de la formation du fascisme, il voit bien l'importance de la paysannerie. Gramsci, évidemment, comme d'ailleurs toujours les gens les plus intéressants dans l'histoire du marxisme, est frappé de quelque chose qui advient et qu'il n'attendait pas. Ainsi, Marx, après 48, attend un gouvernement ouvrier paysan et arrive Louis-Napoléon Bonaparte. Et Marx est sans doute celui qui a écrit les choses les plus intéressantes sur le bonapartisme à partir de cette surprise. Eh bien, Gramsci, la surprise, c'est l'arrivée du fascisme. Comme ensuite, l'école de Francfort, ce sera l'étonnement de l'arrivée du nazisme. Ou Coliani. Bref, Gramsci dit la classe ouvrière doit se trouver des alliés et mener une bataille culturelle auprès de ses alliés pour unifier politiquement des classes sociales qui, a priori, ont des intérêts différents. Alors, le populisme de gauche, pourquoi je dis que c'est un révisionnisme du marxisme et même du gramscisme, que les positions de Larplot, Mouffe, prises, intériorisées par Mélenchon comme raccourci pour accéder au pouvoir après ses échecs de 2017, c'est que Larplot et Mouffe vont dire qu'au fond, il n'y a plus véritablement de centralité de la configuration de classe et de la classe ouvrière. Il y a un système qui s'appelle le capitalisme et il faut agréger toutes les forces contre le système. Il n'y a plus de centralité de la classe ouvrière. La classe ouvrière est un élément parmi d'autres, mais il faut unifier tous les ennemis du système autour de l'idée d'un peuple tenu par un leader charismatique. Ça tombe bien, il y avait déjà Mélenchon. Dans un fonctionnement autocratique, mais il y a un problème, c'est que, au fond, ce populisme sans rivage va amener la France insoumise à être peu regardant sur les alliés et les compagnons de route, notamment les islamistes. Et donc, ce populisme de gauche est tout à fait soluble avec deux importations absolument contraires à l'imaginaire français, l'islamisme et le wokisme. Le wokisme, importation idéologique anglo-saxonne, et l'islamisme, ce qui fait que la conception de Mélenchon sur la créolisation ou la France métissée, c'est une sorte d'auberge espagnole. Enfin, quand je dis auberge espagnole, c'est gentil. C'est une auberge anglo-saxonne
islamistes et autres, où, mon Dieu, pourvu que tout ça soit rassemblé autour d'une figure qui est Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, il faut agréger tous les adversaires du système. Deuxième erreur stratégique, tu l'as un peu dit, c'est pas seulement une erreur portant sur la nature du peuple français et de l'imaginaire français, c'est une erreur portant sur la période. Mélenchon pense qu'on est en situation pré-révolutionnaire. Et de la même façon que le cours classe contre classe de la troisième internationale, plus il y a polarisation dans le pays, plus le RN qualifié de néofasciste est fort, plus c'est la promesse d'un affrontement final entre Mélenchon et le RN, plus c'est la marque que à cette situation pré-révolutionnaire arrivera un moment révolutionnaire où Mélenchon et LFI l'emporteront dans le pays. Et c'est ça qui explique une stratégie de la tension, à la fois à la trotskiste, il y a des appels au Front unique ouvrier, l'alliance à gauche en haut, et à la fois au Parlement, dans la rue, dans les quartiers, tout ce qui permet de polariser la situation accélère, du point de vue de l'analyse de Mélenchon, le passage d'une situation pré-révolutionnaire à une situation révolutionnaire. Alors, sans doute pas dans l'esprit de Mélenchon comme autrefois à la bolchevique, mais autour de l'idée, au fond, d'une mobilisation du bas faisant bouger le haut. Or, deuxième erreur d'analyse, les Français sont très majoritairement contre le néolibéralisme qui prive les peuples de la maîtrise de leur destin. Donc le pays est très majoritairement anti-néolibéral, mais il n'est pas anticapitaliste. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que contrairement à l'époque de Marx, les forces productives veulent, dans nos pays développés, le maintien des rapports sociaux. Et ce qui développe les forces productives, contrairement à ce que racontent les lambertistes dont Jean-Luc Mélenchon est issu, ce qui développe les forces productives dans le monde, c'est le néolibéralisme. Donc, d'un point de vue de classe, pour me situer sur le terrain de Mélenchon, qui visiblement a eu des lectures hâtives de Marx et de l'articulation entre la question sociale et la question nationale, à partir du milieu des années 90, avec le déploiement du néolibéralisme cadre de l'ultralibéralisme, il faut distinguer conceptuellement les deux, les peuples et le peuple français voient dans la République, la nation et les frontières le seul moyen de se protéger contre le déploiement des marchés et notamment l'immigration est vécue à la fois comme
remettant en cause le rapport capital-travail au profit du capital, mais il est en outre avec l'islamisme, qui est un séparatisme vécu comme une dépossession culturelle, ce que notamment Laurent Bouvet avait appelé l'insécurité culturelle, c'est-à-dire l'imposition de mœurs sociales et culturelles contraires aux traditions françaises. Alors si on porte le regard du côté de l'Union européenne, on a de plus en plus, ce que tu décris, un manque de cohérence, entre la représentation politique et les peuples. On l'a vu avec le processus à petits pas, dans le dos des peuples, de fédéralisation, mais encore récemment, des tensions, assez importantes se sont manifestées entre Bruxelles et différents peuples européens, au point où cette semaine a été créé un sorte de bureau, une instance nouvelle présidée par madame Loiseau, qui est le bouclier européen pour la démocratie. Bouclier européen qui, a exclu de ses réflexions un tiers du Parlement européen, c'est le groupe, d'extrême droite et qui, trouve légitime visiblement d'avoir bloqué le processus électoral en Roumanie, reproche à Orban et aux siens de défendre ce qu'ils défendent, reproche, aux, Slovaques fiscaux qui lui est de gauche de défendre ce qu'il défend. Hem, Tu parlais de nécessaire souveraineté également, là la souveraineté semble de moins en moins, réelle et d'avoir, il semble que l'Union européenne maintenant se construit, heu, clairement, en censurant l'imaginaire des différents peuples qui la composent. Oui, là encore, tu as eu la gentillesse de référer au livre que j'avais fait, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, entretien avec l'excellent et exigeant Arnaud Benedetti. Il faut comprendre que ce qu'est devenu l'Union européenne, euh, au fond, une institution néolibérale avec ses gouvernances, est basée sur une idée de départ fausse, louable, généreuse, mais fausse, que, au fond, on pourrait cheminer par l'économie vers un peuple européen. Cette idée généreuse, les Français ont été aux avant-gardes justement parce que, comme disait Malraux, les Français ont besoin d'embrasser le monde. C'est notre imaginaire projectif et universaliste. Et cette illusion dangereuse, mais généreuse, était portée à la fois à gauche et à droite. À gauche par un marxisme vulgaire, économiciste, le Marx du capital, oublieux du Marx ayant travaillé sur la France et notamment, je le disais, le bonapartisme. Bref, des marxistes vulgaires et des libéraux vulgaires qui sont devenus des néolibéraux de gauche et d'extrême gauche et des néolibéraux de droite.
Le néolibéralisme, c'est l'idée que le progrès, c'est le passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. C'est l'idée que c'est l'économie qui règle les sociétés. Et donc, logiquement, en unifiant des politiques économiques, il pensait que peu à peu, les peuples européens se rapprocheraient jusqu'à former à terme un peuple européen, justifiant une idée de souveraineté européenne, car il ne peut y avoir de souveraineté que s'il y a peuple. Bon. Et donc, évidemment, tout ça est un échec, mais plutôt que de tirer les leçons de l'échec en se disant les faits ont tranché, peut-être qu'il y avait un vice de forme et peut-être qu'il faudrait que les institutions européennes, plutôt que d'être néolibérales, devraient être conformes au génie européen depuis Mare Nostrum, et il faudrait peut-être plutôt une Europe des nations et non pas une Europe fédérale. Une Europe des nations avec des projets forts, volontaires, des frontières, alliant les complémentarités des peuples et non pas prétendant par un haut bureaucratique bruxellois et par le bas des marchés faire l'Europe. Bon. Au lieu de faire ça, il y a des... D'ailleurs, si je peux me permettre, Stéphane, si ce n'est pas respecté, je voudrais me référer à non pas une tribune cette fois, mais un post que tu as fait sur le site, le réseau social LinkedIn, il y a quelques jours, au moment de la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz le 27 janvier 1945. Et tu parles justement 80 ans après la libération du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau. Tu dis que les intellectuels et les classes politiques, au regard du présent, n'ont pas tiré le leçon du passé. Et là, tu vas loin en disant le chaos naît du fait que les peuples se sentent dépossédés de la maîtrise de leur destin, culturellement, politiquement, matériellement et géopolitiquement. Alors ils se fragmentent et pour ne pas dissoudre, ils se retrouvent des ennemis intérieurs et extérieurs pour se refaire. Au Oui, XXIe siècle, la globalisation néolibérale et l'Union européenne, en contournant la souveraineté nationale, en sont les causes. C'est très, très oui, fort. C'est-à-dire, tu dis les risques. Alors, bien sûr, on ne va pas faire du ad Hitlerum, c'est pas ce que tu fais, mais tu dis les risques sont colossaux pour les peuples européens quand on ne respecte pas leur nature profonde. Ça voilà. mène à un chaos de guerre intérieur et extérieur potentiel. Oui, il faut tirer les leçons du nazisme. Elles n'ont pas été tirées. Elles ont mal été tirées. Elles ont mal été tirées. D'abord, le nazisme, c'est la forme allemande d'un sentiment de dépossession d'un peuple qui s'appelle le peuple allemand. L'imaginaire allemand est procédurier, disciplinaire. Ça date de la guerre de 30 ans et de la guerre des paysans, das Angst, la peur, disent encore les Allemands. Et donc, il faut bien comprendre que, selon moi, je l'avais dit devant une centaine de chercheurs à Berlin qui m'avaient invité au Wissenschaft College et à la Fondation Max Bloch de Berlin en 2017. J'y étais au même moment que le président Macron. Et lors du débat, l'intervention est sur YouTube, mais lors du débat, le débat n'y est pas, interrogé sur l'imaginaire allemand et l'histoire allemande, j'avais dit que
selon moi, le nazisme était la forme politique radicalisée de l'imaginaire allemand. Stupéfaction dans la salle. Il n'y a pas eu d'ailleurs d'intervention sur mon propos, mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Le peuple allemand, dans sa vision des choses, et il faut toujours revenir aux visions des peuples, euh, vous avez compris que je ne fais pas de morale, je ne dis pas le bien, le mal, j'analyse, j'essaie d'analyser correctement les choses, et c'est à mon avis la seule méthode pour pas ensuite faire d'erreurs et que se renouvellent les barbaries. C'est d'abord bien analyser lucidement et froidement les choses. Le peuple allemand, après la guerre de 30 ans, des paysans, Luther, s'est construit des façons de s'autodiscipliner, de ne pas s'entre-déchirer, à partir de procédures de respect, de discipline et de règles. Il y a eu Bismarck, et puis il y a eu la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, la crise de 28. Et l'idéologie allemande prétend de façon totalitaire fusionner le peuple, l'État et le Führer pour reprendre la main par rapport à la défaite allemande en 18, au traité de Versailles jugé inique et à une république de Weimar présentée par les nazis comme étant un régime venant de l'étranger, décadent. On connaît l'idéologie nazie. Mais les nazis avaient un problème, c'est que, contrairement aux Français, pour eux, ils voient le réel comme procédant du bas et du peuple allemand. Alors que du fait de l'imaginaire français, les Français pensent que le réel vient du haut et venant de l'État. Et donc, quel est le problème des nazis? C'est comment se fait-il que tout procède du peuple et qu'on ait perdu en 18, qu'il y ait eu le traité de Versailles, qu'il y ait eu la République de Weimar? Voilà la contradiction interne que je vois dans l'idéologie nazie. Eh bien, la réponse d'Hitler et la réponse des nazis, c'est de dire qu'au sein du peuple, il y avait des gens cachés, sournois, les Juifs, qui n'étaient pas des Allemands, qui n'étaient pas de la pureté de la race aryenne, d'où la mise en place d'un génocide, un vrai, une industrie de la mort, de sorte que les nazis avaient deux fronts. Ils avaient un front militaire contre les soviétiques et les démocraties libérales. Ils avaient un front pour exterminer les Juifs. Et il y a aussi, bien sûr, hein, mais exterminer les Juifs. Et jusqu'à la fin de la guerre, ils ont consacré beaucoup d'énergie à continuer jusqu'au bout cette guerre d'extermination
dont Auschwitz est la pire chose que l'humanité n'ait jamais faite dans sa méthode, dans sa rationalité, dans sa visée, dans sa barbarie, ce que la philosophe Hannah Arendt appelle la banalité du mal. Et c'est ce que Donc, tu dis, c'est ce que tu dis dans la fin de ton poste. Tu dis: «L'alternative est la suivante, soit des souverainetés nationales démocratiques, soit l'essor des identitarismes religieux, pardon, politiques, les nationalismes et les guerres». Donc oui, c'est vraiment comme le disait Caroline Galac pardon, comme le disait c'est vraiment comme le disait, heu, Coralie Delhomme, c'est nécessaire souveraineté. oui, absolument. C'est-à-dire que il y a malheureusement des lois en histoire et l'erreur de ceux qui prétendent en Europe faire un front en remettant en cause la souveraineté des peuples. Quelle est l'erreur? C'est que ce qui crée la barbarie, euh, c'est pas les nations. Ce qui crée la barbarie, c'est quand les nations se sentent dessaisies de leur destin, ils versent dans le nationalisme. Et donc, Ce qui arrive d'autant plus quand il y a une crise voilà, économique. voilà. Et donc, Ursula von der Leyen, Nathalie Loiseau, qui est estimable, font une petite erreur, mais terrible, apparemment petite, mais terrible dans ses effets, parce que ça accroît la crise plutôt que ça me permet de vite en sortir, c'est qu'elles inversent, mais le président Macron également, euh, ils inversent les causes et les effets. Ils mélangent les causes et les effets. C'est le néolibéralisme qui, en dessaisissant les peuples de la maîtrise de leur destin, de la maîtrise de leur souveraineté, entraîne en réaction des fragmentations des peuples, et les peuples ne peuvent pas longtemps se fragmenter, alors ils se replient et ils se trouvent des boucs émissaires à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, en Europe, c'est particulièrement clair comme mécanisme parce que l'Union européenne est devenue le laboratoire le plus abouti du néolibéralisme. Mais la globalisation néolibérale, elle est partout dans le monde. Et le Trumpisme, dans, que ça soit sa configuration première et le Trump 2, c'est une réaction populiste à une globalisation qui échappe aux Américains, utilisée, instrumentalisée par Trump, qui a réussi maintenant à agréger autour de lui des forces sociales et idéologiques contradictoires, populisme et ultralibéraux, religieux et transhumanistes libertariens, capitalisme industriel et capitalisme de la tech et la Silicon Valley. C'est cette configuration nouvelle d'un technopopulisme qui fait la forme maintenant impérialiste de Trump 2, alors qu'il était isolationniste dans le Trump 1.
Le point en commun entre le Trump 1 et le Trump 2, c'est le retour à l'imaginaire américain messianique, celui de la terre promise et des origines. C'est ça que les démocrates n'ont pas compris. Ils sont allés tellement loin dans le wokisme que, en magnifiant les minorités identitaristes, ils n'ont pas compris que le communautarisme était possible comme conséquence de l'imaginaire américain messianique et non pas comme substitut. Et c'est pour cela que Trump l'a emporté 2 fois. Les démocrates et la Silicon Valley étaient allés trop loin dans le néolibéralisme et le wokisme dans un déport de l'imaginaire américain. Trump revient à l'imaginaire américain archaïque, qui ne s'embarrasse pas de fioritures comme les Américains ne se sont pas embarrassés des Amérindiens qui peuplaient leur sol initialement et ils ne se sont pas non plus embarrassés longtemps avec les esclaves noirs et leurs descendants. Mais si on met les descendants d'esclaves et les Amérindiens de côté, pour le reste, tous les autres, Obama compris, qui n'est pas un descendant d'esclaves, comme Kamala Harris, tous les autres sont animés dans leur inconscient par l'imaginaire américain. Donc le même recours à l'imaginaire américain chez Trump, mais avec des configurations sociales et idéologiques très différentes entre le Trump 1 qui va faire l'isolationnisme et le Trump 2 qui va faire l'impérialisme américain de la planète Mars au Groenland, bientôt à l'Europe et déjà à Gaza. Comment, pour terminer cet entretien, Stéphane, face à ces noirs tableaux, comment on s'en sort? C'est-à-dire comment on reconquiert, comment on remet sur le devant de la scène la prééminence de l'imaginaire des peuples, en l'occurrence de l'imaginaire français, quand, semble-t-il, quasiment l'ensemble de la classe politique joue contre? Hem, Comment ne pas tomber dans les risques que tu décris justement? Compte tenu encore une fois du fait qu'on est dans une crise multiple, économique, morale, géopolitique. Hem, c'est le constat que tu fais, l'analyse est excellente. Comment ce peuple fait-il pour se choisir un nouveau personnel politique? La question, au fond, Georges, c'est à la fois, et les deux sont liés, c'est le personnel politique, les formations politiques, les personnes, et c'est les leviers. Je dirais les choses de façon un peu radicale, en essayant d'aller à la racine des choses. Dans l'alternative retour démocratique des nations ou bien nationalisme, qui est pour moi maintenant la nouvelle alternative, clairement, je n'en vois pas d'autre. Le néolibéralisme a vécu dans sa forme et ses illusions
Trump vient maintenant signer clairement en Occident la fin, mais les problèmes humains existaient déjà avant. Le sujet est: est-ce que les États ont les moyens, plutôt, est-ce que les nations ont les moyens de reprendre une prise sur les États? Est-ce que les peuples du monde et civilisations, dans la mondialisation, peuvent reprendre la main sur la globalisation néolibérale? La globalisation néolibérale a montré son échec au sein des sociétés, mais les processus de la globalisation néolibérale objectivement continuent à se déployer sur beaucoup de choses. Le sujet est donc celui-là. Si les nations ne reprennent pas la main sur les États, si la mondialisation ne reprend pas la main sur la globalisation, alors nous allons vers le chaos et les guerres. Si les peuples arrivent rapidement à reprendre la main de façon démocratique sur le cours des choses, alors on peut éviter le pire. Mais clairement, à l'intérieur des démocraties libérales, le curseur va voir reculer ce qui a prévalu ces dernières décennies, c'est-à-dire la prévalence des droits individuels, ce qu'on appelle aussi l'état de droit, sur les libertés collectives et les souverainetés. C'est-à-dire que la dynamique interne des sociétés mues par le consumérisme, l'individuation, l'individualisme a poussé au maximum l'idée que les droits individuels devaient primer sur les droits collectifs. Les sociétés ne veulent pas voir remise en cause tout un tas d'acquis que sont les libertés, mais il va y avoir sans doute des ajustements qui vont faire reculer momentanément les libertés individuelles. Est-ce que c'est pour aller vers des dictatures ou des réaménagements? Les choses sont ouvertes. Au fond, il y a une sorte d'accélération de l'histoire et je ne me prononce pas sur l'échéance ultime, chaos ou recivilisation. Alors, est-ce que, pour reprendre tout ce que tu viens de dire juste dernièrement là, est-ce que c'est pas un mal principalement occidental? Car quand on écoute tes préconisations, on repense à l'histoire, du XXe siècle mouvementé, le début du XXIe siècle et on a une hégémonie occidentale qui a fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui a entraîné le reste du monde, ou quasiment, l'ensemble du reste du monde dedans. On a une hégémonie américaine après la fin de l'Union soviétique. Or, dans le reste du monde non occidental, il semble qu'ils aient dit: «Stop» et tout ce que tu dis, peuple, un respect des souverainetés, États qui reprennent le contrôle sur les oligarques, mondialisation organisée plutôt que globalisation, c'est très exactement ce que font les BRICS, où il y a
des régimes très différents, que ce soit la Russie ou le Brésil ou la Chine et l'Inde, des systèmes très démocratiques, d'autres, beaucoup moins ou pas du tout. Il semblerait que là ne soit pas la question, mais sur le reste, c'est très exactement ce que tu dis. Ou je me trompe? Non, nous sommes d'accord, si on prend l'échelle du monde, au fond, pour aller vite, l'imaginaire occidental, de la civilisation occidentale, dont la matrice est Mare Nostrum, l'Europe et ensuite ces différentes ramifications, dont évidemment la ramification américaine, c'est un rapport au cosmos, à la nature, à la culture, où l'homme doit être, comme disait Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Ça a fait les mondialisations sous l'égide de l'Occident depuis, au fond, la Renaissance. Mais les autres civilisations n'ont pas le même imaginaire. Et à juste titre, on a mis en exergue qu'au sein du Sud global, il y avait des empires et des nations aux intérêts divergents. Oui, mais il y a un point en commun qui est que si l'imaginaire africain n'est pas l'imaginaire des pays arabo-musulmans, n'est pas l'imaginaire asiatique, n'est pas l'imaginaire latino-américain, le point en commun entre l'Inde, la Russie, la Chine, la Turquie, le Brésil ou le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est de revendiquer par rapport à la vision de conquête, pas seulement économique, sociale, mais culturelle de l'Occident, le fait de pouvoir se développer sans s'occidentaliser. Et quand on se moderniser sans s'occidentaliser. Et donc le Sud global dit, nonobstant ces différences d'intérêts, y compris géopolitiques, ils disent on veut se moderniser, mais on ne veut pas s'occidentaliser. Vous, occidentaux, vous peinez à comprendre les différences entre les civilisations et les peuples, mais nous, on vous a suivi et on voit bien tout ça. Normalement, au sein de l'Occident, l'Europe aurait dû être un pont entre les États-Unis et le Sud global. Mais comme l'Europe sort de l'histoire, En particulier la France, dans ce pôle, de relations. voilà, mais comme du fait de l'Union européenne, oublieuse de l'histoire et ramenant tout à l'économie et au marché, l'Europe sort de l'histoire, elle n'est pas momentanément en mesure de faire un pont entre l'Occident et le Sud global. Elle avait toute matière à pouvoir le faire. Et comme Trump reconfigure l'Occident et veut reconfigurer le monde à l'image de l'Amérique, je ne vois pas sur le court terme l'Europe reprendre possession d'elle-même et de sa singularité qui permettrait ce pont. Mais évidemment, derrière l'affrontement
Occident-Sud global, il y aurait la possibilité d'un nouvel ordre international respectueux des civilisations, des peuples, de leurs différences et laissant chaque peuple évoluer, évoluer selon ses propres rythmes, hein. Vous aurez remarqué, je n'utilise jamais le terme identité, j'utilise le terme imaginaire, parce que dans ma grille d'analyse, il n'y a nul fixisme, il n'y a nulle ontologie, puisque pour moi, l'histoire procède de la relation entre des imaginaires pérennes, mais des formes religieuses, politiques, rapports sociaux et géopolitiques sans cesse changeants. Donc, je n'assigne jamais aucune civilisation et peuple à quelconque destin. Regardez ce qui se passe en Iran, le mouvement des femmes iraniennes vient de l'intérieur de l'Iran. Regardez en Algérie, le mouvement du Irak qui fait peur au régime algérien. Le régime algérien a peur parce qu'évidemment, il veut avoir le monopole de la rente pétrolière, il laisse aux islamistes l'islamisation par le bas et il utilise la rente mémorielle dans des campagnes anti-françaises en emprisonnant un grand écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, âgé, atteint du cancer, dont on ne sait rien du traitement. Eh bien, ce régime algérien qui essaye de s'approcher à son pouvoir par la peur, un éditeur algérien, les éditions Frantz Fanon viennent d'être fermées, eh bien, ces régimes autoritaires sont travaillés de l'intérieur par leur société, car ainsi avance l'histoire, c'est jamais par des influences extérieures, étrangères. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y ait pas des volontés de puissance d'influer dans les guerres, euh, dans les guerres post clausewitziennes que nous connaissons, dans les guerres hybrides, tous les moyens sont bons, mais fondamentalement, ce sont les expériences collectives des peuples qui les font bouger. Donc il pourrait y avoir un ordre international respectueux des différences entre les civilisations et les peuples, et l'humanité aurait ainsi les moyens de résoudre les défis écologiques, de justice internationale, les défis migratoires, les défis de la planète sont immenses. La planète a tous les moyens techniques et financiers pour les résoudre. Il faut seulement trouver les bons ajustements politiques entre les institutions nationales, internationales et ce que font les peuples. On ne change pas les peuples. On peut changer les institutions, mais on ne change pas les civilisations et les peuples dans leur devenir. Certains peuples peuvent disparaître, les civilisations sur le moyen et le long terme, mais ceux qui sont là présentement, on ne les change pas, et si on les brutalise,
c'est le chaos. Merci beaucoup Stéphane pour cette analyse, globale en surplomb, et en profondeur, très, très riche et énormément de réflexions à se mettre sous la dent pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Heu, on ne fait pas disparaître les peuples, on ne fait pas disparaître les civilisations. Merci également d'avoir rappelé, le cas malheureux de Boualem-Sansal. Heu on suit tes pérégrinations et tes actions, fortes pour sa libération. Tu réagis beaucoup, tu écris beaucoup. Merci, puisque nous sommes Il y tous a les 2 dans le il y a un comité de soutien, tu en fais, partie, sur le site de la RPP, mais il y a plein d'initiatives initiées par ce comité et d'autres. Regardez sur les réseaux sociaux et participer. Et je sais, Georges, que tu as pu donner des coups de main importants, ainsi que des militants de République souveraine pour des initiatives publiques qui ont été des succès. Et le combat pour la dignité humaine est un combat universel. Heu, voilà. merci de le rappeler. Je j'ai vu que Jean-Pierre Chevènement avait fait une intervention, ce matin, heu, Oui, c'est ça. demandant même l'accès, que Boualem Sansal ait accès à son avocat. On est Oui, même pas à la libération, c'est qu'il ait accès à son avocat. il n'a pas accès à son avocat français et n'avons pas accès à la gravité de son cancer et nous n'avons même pas accès au cancérologue en charge de le suivre, de sorte de s'assurer des bons traitements tant le cancer est une maladie grave et si les dirigeants algériens viennent pour l'immense majorité d'entre eux se faire soigner en France, on est en droit d'exiger la libération immédiate de Boyam Sansal pour qu'il se fasse soigner comme les dirigeants algériens profitent de notre système de santé entre deux campagnes anti-françaises. Donc voilà, allez sur le site, regardez les actions, il y a des actions locales, mais bon, tu te mobilises beaucoup Stéphane. Toi qui en ce moment est quelque part entre Montargis et Orléans, on ne dira pas où pour te laisser tranquille sur cette belle Loire. Merci encore pour l'analyse globale, on reviendra dessus. Si vous avez aimé, cette, vidéo, cette interview, eh bien n'oubliez pas de liker si ce n'est pas déjà fait, de commenter. Vos commentaires sont intéressants, je pense qu'il y a beaucoup de choses à commenter dans ce qu'a dit, Stéphane. Partagez-la auprès de vos proches, de vos amis, de votre famille. Très, très bon sujet de discussion, pour ce week-end. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi parler en famille, je crois qu'ils auraient là de quoi faire. Merci à tous, à très bientôt. Merci Stéphane et on te laisse enfin tranquille. Bonne journée à tous. Merci à vous.